Speak, prosodie rate égale 90%. Découvrez l'histoire tragique de Zoé Porphyrogénta, l'impératrice byzantine qui a défié son mari et a payé un prix terrible. Quels secrets ont caché votre rébellion? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez Zoé, une femme née dans le violet impérial, fille d'un empereur byzantin. De son berceau, le luxe et le pouvoir l'entouraient. Mais la vie en cour, avec ses intrigues et ses dangers, n'était pas un conte de fées. Zoé, intelligent et ambitieux, savait comment naviguer entre les tempêtes politiques, tisser des alliances et faire face à des ennemis pour assurer leur position. Sa beauté, disent les chroniques, était légendaire. Une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Son chemin vers le pouvoir n'était pas facile. Mariage stratégique, complot palatiaux. Zoé a appris à jouer au jeu de pouvoir avec la maîtrise. Ce n'était pas une figure décorative simple. C'était une femme avec un esprit aigu et une volonté de fer, capable de prendre des décisions cruciales qui ont influencé le destin de l'Empire byzantin. Son influence s'étend au-delà des murs du palais. Son héritage est complexe et fascinant. Certains se souviennent d'elle comme une figure impitoyable, une manipulateur qui a utilisé sa beauté et sa ruse pour atteindre ses objectifs. D'autres la voient comme un souverain capable. Une femme qui a contesté les conventions de son temps et a laissé une marque indélébile sur l'histoire de Byzance. Quoi qu'il en soit, son histoire est un témoignage de la force et de la complexité des femmes au pouvoir pendant une époque turbulente. Mais que s'est-il passé dans l'Empire byzantin pendant la vie de Zoé? Imaginez un empire qui, malgré sa grandeur passée, a commencé à montrer des fissures. Le pouvoir impérial, un incontestable, a été affaibli par des luttes internes constantes, des complots palatiaux et la pression des ennemis externes. Les coffres impériaux, autrefois pleins, ont été vidés par les guerres coûteuses et la corruption rampante. Et la société byzantine, divisée entre riches et pauvres, était dans un état d'instabilité croissante. Les conquêtes musulmanes en Orient ont continué à avancer, réduisant l'influence de l'Empire. La perte de territoires clés a signifié une baisse du revenu et de la puissance militaire. Pendant ce temps, en Occident, le pouvoir croissant des Normands en Italie représentait une menace constante pour la sécurité des frontières byzantines. C'était une période d'incertitude où la survie de l'Empire lui-même semblait être en jeu. Ce contexte de désintégration et de fragilité est le scénario dans lequel Zoé a dû naviguer pour atteindre le pouvoir. Le système politique byzantin, avec son réseau complexe d'intrigues et d'alliances, était devenu encore plus volatile. La succession au trône était un problème perpétuellement incertain, avec des prétendants rivaux qui se battent pour le pouvoir. Les familles nobles, chacune avec leur propre programme, ont concouru avec farcement l'influence devant les tribunaux. Ce climat d'instabilité politique a encore gêné le gouvernement effectif de l'Empire, aggravant la crise existante. Imaginez Zoé, une fille brillante, grandissant au cœur de l'Empire byzantin. Son monde était un mélange de luxe et de danger, de splendeur impériale et d'intrigues palatiales. Depuis l'enfance, elle était entourée de serviteurs, d'éducateurs et de membres de la haute noblesse. Et sa vie, bien que privilégiée, n'était pas exemptée des complexités politiques qui définissaient l'Empire. Son éducation était rigoureuse, typique d'une future impératrice. Elle a appris le grec classique, la littérature, l'histoire, la musique, et bien sûr, les arts de la cour. Le domaine du protocole, de la diplomatie et de l'art de la conversation était aussi important que de connaître les œuvres d'Homère. La beauté et le charme étaient des outils qui ont appris à utiliser avec compétence. Mais après cette image, un aigu, un observateur et une capacité d'apprentissage exceptionnelle ont été cachés. Au-delà des leçons formelles, Zoé a appris à naviguer dans le monde complexe de la cour byzantine. Elle a observé des alliances et des rivalités, des complots et des potins, des manifestations de pouvoir et des luttes pour l'influence. Dès son plus jeune âge, il a compris que la vie en cour était un jeu d'échecs politiques, où chaque mouvement a eu des conséquences à grande portée. Son enfance, bien que luxueuse, était une école de survie. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais la vie dans le palais n'était pas seulement des jeux et des rires. Le moment vient où votre position, en tant que fille d'un empereur, a fait de vous un article clé dans le jeu politique. Ils vous ont épousé avec Romain III Argiro, un homme beaucoup plus grand que vous, un empereur rusé et pragmatique. Un mariage de commodité. Un syndicat destiné à consolider le pouvoir et à assurer la stabilité de l'Empire. Pour vous, ce fut le début d'une nouvelle étape, pleine d'inconnus et de défis. Lui, un homme bronzé dans des batailles politiques, vous a regardé avec un mélange d'intérêt et de calcul. Ce n'était pas un amour romantique, qui était clair. C'était une alliance stratégique, un moyen d'assurer son héritage et la stabilité du trône. Pour lui, vous étiez un outil politique, une pièce fondamentale dans son jeu de pouvoir. Mais vous, avec votre jeunesse et votre intelligence, vous aviez vos propres ambitions. Votre mariage était un acte politique qui a scellé les alliances et a assuré la stabilité de l'Empire, du moins pendant un certain temps. Mais derrière les murs du palais, la vie n'était pas aussi simple qu'elle semblait. Le luxe et le pouvoir dissimulaient des intrigues, des rivalités et des dangers constants qui se sont cachés dans l'ombre. Votre jeunesse et votre beauté sont devenues une épée à double édition dans ce jeu de puissance complexe. Votre mariage avec Romain III n'était pas un conte de fées. Elle était un homme plus âgé, ambitieux et sans homme direct. Vous, jeune et avec le sang impérial qui coule dans vos veines, étiez votre seul espoir pour assurer la succession. Au début, la relation était froide.
une alliance politique plutôt qu'un amour passionné. Mais petit à petit, votre ruse et votre charme ont commencé à l'influencer, façonnant leurs décisions politiques et tissant un réseau de pouvoir autour de vous. Vous avez commencé à tisser des alliances stratégiques, gagnant la faveur des courtisans clés. Votre influence s'est étendue au-delà des murs du palais, atteignant les généraux et les chefs religieux. Avec chaque mouvement stratégique, vous avez consolidé votre position, non seulement en tant qu'impératrice, mais aussi comme une puissante figure politique à part entière. Romain III, bien que initialement en puissance, a commencé à dépendre de plus en plus de votre perspicacité et de votre réseau de contacts. La consolidation de votre pouvoir n'était pas un processus facile. Vous avez dû faire face aux intrigues palatiales, au complot et à l'opposition de ceux qui ont vu dans votre ascension une menace pour leurs propres intérêts. Mais vous, avec votre intelligence et votre détermination, saviez comment naviguer dans les eaux turbulentes de la cour byzantine, neutraliser vos ennemis et renforcer votre position chaque jour. Vous n'étiez plus seulement la femme de l'empereur, vous étiez la force qu'il a gardée sur le trône. Mais l'ambition, comme un serpent toxique, s'est recroquevillée autour de votre mariage. Romain III est tombé malade et sa santé s'est rapidement détériorée. Des rumeurs ont commencé à circuler devant la cour, empoisonnant les chuchotements, des intrigues palatiales, d'un complot pour assurer votre ascension vers le trône. Vous, le jeune impératrice, étiez au centre d'une tempête parfaite, où la vérité a été mélangée avec l'ombre du doute. La mort de Romain III est venue avec la même vitesse avec laquelle sa maladie s'était développée. Certains ont dit que c'était une mort naturelle, accélérée par l'âge et la maladie. D'autres, cependant, ont chuchoté une autre histoire. Un poison subtil, administré par des mains expertes, une intrigue orchestrée dans l'ombre du palais impérial. La vérité, comme c'est généralement le cas dans ces cas, a été perdue dans la marana des soupçons. Votre position était précaire. Bien que la succession semblait claire, l'incertitude prévue sur votre avenir. Pourriez-vous assumer le pouvoir sans être un meurtre? Ou les ombres de suspicion vous persécuteraient pour toujours, tachant votre règne avant même qu'il ne commence? La mort de l'empereur a laissé un vide de pouvoir, mais aussi un manteau de mystère qui a enveloppé votre avenir. Et puis Miguel IV est apparu, le Père Gogno, un homme puissant et ambitieux, garde du corps de feu l'empereur. Son ascension était fulgurante. Dès l'ombre à la lumière du trône, conduite par une audace que peu devant le tribunal osait contester. Vous, Zoé, porte un chemin pour assurer votre position, un allié puissant dans une mer d'ennemis. Un nouveau mari signifie un nouveau pouvoir, une nouvelle occasion de consolider votre règne. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Le mariage était somptueux. Un déploiement de richesse et de pouvoir qui cherchait à éclipser toutes les questions sur la légitimité de votre nouveau mariage. Miguel, malgré son humble origine, a fait preuve d'une confiance inébranlable, de compétence de la cour et de consolider sa position. Son influence se propage rapidement. Ses alliés équivalaient au rang. Tandis que vos anciens réalisateurs ont perdu du terrain. Vous étiez au centre de ce tourbillon, appréciant le pouvoir que cette nouvelle alliance vous a accordé. Cependant, l'ambition de Miguel ne se limitait pas à une simple ostentation. Elle aspirait à un vrai pouvoir, le contrôle absolu de l'Empire. Ses plans étaient complexes, ses mouvements calculés. Bien que vous ayez apprécié les apparences, il a tissé un réseau d'alliances et d'intrigues qui vous tiendraient liés à sa volonté. Le nouveau mari, le nouveau pouvoir, n'était pas seulement un changement de mari, a été un changement de régime. Ainsi, Miguel IV, avec son nouveau poste, s'est entouré de sa propre famille, la puissante famille de la famille. Vous savez, le tribunal byzantin était un foyer d'intrigue. Zoé, malgré sa position d'impératrice, a été reléguée à l'arrière-plan. L'influence de la famille de l'empereur était écrasante et ses plans pour l'avenir de l'Empire sont entrés en collision directement avec Zoé. La rivalité s'est intensifiée. Et la famille Paulagonia a vu Zoé comme un obstacle à son pouvoir consolidé. Ils étaient ambitieux et rusés, et leurs actions sont devenues de plus en plus menaçantes. Pour Zoé, la situation est devenue un dédale de complot où chaque mouvement a été observé, chaque mot analysé, chaque allié potentiel, un traître possible. Les litiges de succession au trône étaient constants. Et la famille Paulagonia a cherché à assurer l'avenir de sa lignée, tandis que Zoé, bien que reléguée, a toujours conservé un certain pouvoir et une influence. Cette lutte pour le pouvoir a déclenché une série de conflits palatiaux, où la loyauté a été achetée et vendue, et les alliances ont facilement brisé. Et la cour byzantine est devenue un champ de bataille silencieux, où les mots étaient des armes plus mortelles que les épées. Mais revenons à Zoé. Imaginez votre vie, un gigantesque palais, plein de trésors. Meubles en ivoire, tapisserie en soie, or partout. Serveur à votre disposition, assistez à chacun de vos caprices. Bur à battre de lait, parfums exotiques, un luxe inimaginable pour la plupart. Ces robes, brodées de fils d'or et de pierres précieuses, étaient dignes d'une reine. Les rituels de la cour étaient imposants. Chaque jour, cela commençait par une procession, avec Zoé entourée de dames de compagnie, avançant dans des salles sans fin jusqu'à la chapelle impériale. Ensuite, les audiences, les consultations avec des conseillers, les négociations politiques, des cérémonies sans fin qui reflétaient l'immense pouvoir de l'Empire byzantin. Mais derrière la pompe, les secrets étaient cachés. Gossip, rivalites, complots. La vie au palais a été une lutte constante pour le pouvoir. Zoé, bien qu'entourée de luxe, n'était pas à l'abri des intrigues. Les murs du palais, si imposants à l'extérieur,
ont caché un réseau de secrets et de trahisons. Il y avait des espions partout. Chaque mot, chaque mouvement a été observé, analysé, interprété. Elle, l'impératrice, n'a pas fait exception. Mais cette vie de luxe avait un dos sombre. Un neveu, Miguel V, ambitieux et calculateur, a commencé à tisser son propre réseau d'alimentation. Pendant que vous appréciez les délices du palais, il s'est déplacé dans l'ombre, gagnant des alliés et conspirant en silence. Son regard était fixé sur le trône, dans votre couronne. Je vous ai vu comme un obstacle, une vieille et faible reine qui pourrait être facilement déplacée. Miguel, avec son charme et son rusé, a réussi à convaincre beaucoup des nobles que vous étiez un souverain inefficace, une figure décorative incapable de diriger l'Empire. Il a semé la discorde, a nourri les rumeurs et peu à peu, il érodait votre autorité. Et la cour, toujours sensible aux intrigues palatiales, a commencé à douter de vous. Vos propres réalisateurs, en secret, se sont inclinés devant le neveu prometteur. La montée en puissance de Miguel a été rapide et implacable. Avec le soutien de la garde prétorienne et une partie importante de la noblesse, il a osé donner le coup final. Un jour, vous vous êtes retrouvé entouré, non pas par les serviteurs, mais par des soldats fidèles à votre neveu. Votre règne, qui semblait éternel parmi le luxe du palais, échelonné. Et la menace était devenue réalité et le danger a cité sur vous. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Pendant que vous vous êtes parcouru d'opulence, Miguel V, avec l'aide de ses alliés, a orchestré un coup d'État. La conspiration a été rapide et efficace. D'un jour à l'autre, la loyauté des gardes a changé. Et le palais, qui était auparavant votre force, est devenu votre prison. Vous étiez entouré, sans évasion, le son des épées résonnant dans les couloirs, annonçant la fin de votre règne. Miguel V, votre propre neveu, vous a dépouillé du trône sans contemplation. Le pouvoir, que vous aviez apprécié, a disparu comme brouillard du matin. L'humiliation était profonde, le poids de la trahison, insupportable. Vos alliés, avant de nombreux et fidèles, vous ont abandonné, laissant les intrigues palatiales vous consommer. Mais le combat pour le pouvoir ne s'est pas terminé. L'adage bas. Et la chute de Miguel V était aussi soudaine que son ascension. Les gens, indignés par leur tyrannie et leurs décisions cruelles, se sont rebellés. L'instabilité de l'Empire, sous son gouvernement, a accéléré son renversement. Votre chute n'était pas la fin de l'histoire, mais un autre chapitre de ce jeu de pouvoir. Mais la chute de Miguel V ne signifiait pas la fin de vos problèmes. Après l'ascension brève et tumultueuse de son successeur, le patriarche Miguel le Cérulario, vous vous êtes retrouvé au centre du pouvoir. Ayant besoin d'un allié. Vous l'avez trouvé dans Constantine IX Monomaco, un homme puissant et ambitieux, qui a vu en vous la clé pour accéder au trône impérial. Son ascension était fulgurante, motivé par votre influence et pour sa gestion habile de la politique byzantine. Votre troisième mariage, avec Constantin IX, était un calcul politique rusé, mais aussi, selon The Chronicle, une véritable romance. Lui, un homme d'une grande intelligence et d'une grande expérience, vous a offert de la stabilité et un gouvernement solide. Malgré la différence d'âge, il est dit qu'un véritable amour parmi vous a prospéré. Une oasis de paix au milieu de la tempête politique de la cour byzantine. Pendant un certain temps, votre règne était à nouveau prospère et stable. Constantin IX s'est avéré être un empereur capable, effectuant des réformes administratives et militaires. Malgré son mariage avec vous, la consolidation de son pouvoir n'était pas exemptée de défis. L'ombre des intrigues palatiales et des luttes de pouvoir était toujours présente. Mais avec lui à vos côtés, vous avez réussi à rester sur le trône pendant plusieurs années, profitant d'une période de tranquillité relative et d'un amour qui, du moins en apparence, semblait sincère et durable. Mais l'histoire, comme vous le savez, est pleine de virages inattendus. Ainsi, vous êtes venu au règne de Constantin IX Monomaco, un homme beaucoup plus grand que vous, mais qui avait besoin de vous pour consolider son pouvoir. Lui, un administrateur expérimenté, s'est concentré sur les réformes de l'Empire. Bien qu'il traite de l'administration et de la finance, vous, malgré votre âge, avez continué à exercer une grande influence sur le terrain. Votre expérience et votre connaissance du jeu politique ont été inestimables. Constantin, intelligemment, ne vous a pas relégué à l'arrière-plan. Je savais que votre soutien était crucial, non seulement pour votre légitimité en tant qu'impératrice, mais pour votre réseau de contacts et votre intuition politique aiguë. Cela vous a permis de participer à des décisions importantes, bien que discrètement, d'éviter toute confrontation directe avec l'aristocratie ou avec l'Église. Votre influence s'est étendue aux nominations de postes élevés et à l'octroi de faveurs. Bien que Constantin ait détenu un pouvoir formel, il était évident que vos conseils pesaient beaucoup dans leurs décisions. Vous avez habilement géré les alliances et les rivalités, assurant la stabilité de l'Empire. Du moins pendant un certain temps. Les réformes administratives promues par Constantin ont trouvé en vous un allié stratégique et un exécuteur efficace. Mais votre position, bien que apparemment en sécurité avec Constantin, était précaire. Et la noblesse byzantine, habituée au pouvoir, n'a pas vu avec de bons yeux une femme gouvernant, même si elle était l'impératrice. Murmulot de complot a commencé à circuler devant les tribunaux, chuchotement d'un changement de pouvoir, d'un nouvel empereur qui vous détrônerait et vous relèguerait à l'arrière-plan, peut-être même en prison. Certains nobles puissants, rancuniques envers votre ascension et celui de Constantin, ont commencé à tisser un réseau d'alliances secrètes. Ils se sont rassemblés dans des endroits clandestins,
leur visage caché après le voile de la nuit, planifiant votre chute. Elle a été dit avec des pots de vin, des promesses de richesse et de pouvoir en échange de votre renversement. Le danger était réel, palpable, une épée suspendue sur votre tête. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie. Rate égale 90%. La menace ne se limitait pas aux nobles. Même à l'intérieur du palais, il y avait ceux qui vous voyaient comme un usurpateur, un obstacle à leurs propres ambitions. Certains de vos propres gardes, corrompus par les promesses des conspirateurs, pourraient vous trahir à tout moment. Votre vie était suspendue à un fil tissé avec trahison, intrigue et soif de puissance. Donc, vous étiez là, entouré d'ennemis. Les accusations de trahison ont commencé à pleuvoir sur vous comme des pierres. Vous avez été accusé de complot contre Constantin, de chercher le pouvoir par des moyens illégitimes, de vouloir déstabiliser l'Empire. Était-ce la justice ou la vengeance élaborée par ceux qui considéraient votre règne comme un affront à la tradition? Vos alliés, avant nombreux, ont commencé à vous déserter. Et la peur du pouvoir de vos ennemis et de son influence sur la cour était supérieure à la loyauté envers une impératrice qui, malgré ses efforts, n'a pas réussi à faire taire les voix qui l'accusaient d'une ambition excessive. Et la machinerie de calomnie a été lancée. Et chaque jour, de nouvelles accusations plus sérieuses vous sont venues. La pression était insupportable. Chaque murmure, chaque look, chaque mot semblait confirmer la culpabilité qui vous est attribuée. Le procès, une farce organisée pour votre condamnation, approchait. Vous avez fait face à la possibilité de tout perdre. Votre position, votre liberté, même votre vie. Auriez-vous mal calculé vos mouvements? Ou avez-vous été victime d'un complot beaucoup plus important que vous ne pourriez l'imaginer? Le procès a commencé. Vous vous êtes assis à la pompe, le look fixé sur les accusateurs. Ces témoignages étaient une cataracte de mensonges. Chaque mot poignarde à l'honneur que vous aviez tellement défendu. Ils ont parlé de fausses lettres, de réunions secrètes, d'alliances avec des ennemis de l'Empire. Tout était une farce, vous le saviez, mais les preuves semblaient s'accumuler contre vous, méticuleusement construites pour vous détruire. Mais tu n'étais pas silencieux. Votre défense était un tourbillon d'arguments, une réfutation implacable de chaque accusation. Vous connaissiez le jeu politique, vous aviez joué pendant des années, et maintenant vous l'avez utilisé pour défendre votre vie. Vous vous souvenez des alliances, nié les rencontres, remis en question la crédibilité des témoins, exposant leurs motivations et mensonges cachés. Certains témoins, sous pression par votre défense et les preuves que vous avez présentées, ont commencé à douter. Ces histoires ont titubé. Ces paroles ont perdu de la force. Et la vérité, bien que obscurcie, a commencé à briller à travers l'enchevêtrement des mensonges. Mais la situation est restée précaire. Le pouvoir de vos ennemis était immense et son désir de vous voir tomber, inébranlable. Mais ces mensonges n'étaient pas suffisants. Ils vous ont emmené dans une cellule sombre et mouillée, où la puanteur de moisissure et de la peur vous enveloppe comme un linceul. Le premier coup est tombé sur le dos, un fouet qui vous a fait crier, un son noyé par la toux qui vous a fait saupoudrer. Vous avez ressenti du sang chaud pour parcourir votre peau, en vous mélangeant à la transpiration froide de la terreur. Jour après jour, la torture s'est poursuivie. Et la chasse à la faim. La soif vous a brûlé et la douleur est devenue un partenaire constant. Ils vous ont forcé à assister à des scènes horribles, à écouter des cris déchirants, à ressentir comment l'espoir a disparu à chaque aube qui a apporté avec lui une nouvelle série de souffrances. La pression sur vos pieds nus, coincés dans le sol froid, était insupportable. Le poids des chaînes vous a fait vous sentir comme un animal en cage, incapable d'échapper à l'obscurité qui vous a entouré. Chaque battement de votre cœur était un écho de la douleur qui vous a consommé, un cri silencieux que vous seul pouviez entendre. Le cri pris dans votre gorge, noyé par la douleur et le désespoir. Et la cellule était un trou dans la terre, froide et humide. Les gouttes d'eau sont constamment tombées du mur recouvert de moisissures, formant des flaques d'eau sur le sol de la pierre froide. Il n'y avait pas de lit, juste un peu de paille humide et malodorante où ils vous ont laissé tomber. L'air était épais, chargé d'une odeur nauséeuse d'humidité, de moisissure et d'excréments. Faim you carcomis. Ils vous ont donné une ration minimale de pain dur et d'eau, juste assez pour rester en vie. Le froid est tombé sur vos os, et le manque de sommeil vous est épuisé. Avec des yeux gonflés et rougis. Il n'y avait personne à qui parler, juste l'obscurité, le silence et l'écho constant de votre propre souffrance. Prosodie, speak. Speak. Prosodie. Rate égale 90%. Les gardes vous ont traité brutalement, jetant de la nourriture comme si vous étiez un animal. Toute plainte ou supplication a été répondue avec des coups ou des insultes. La peur était devenue votre partenaire constant. Chaque ombre semblait être une menace. Chaque son vous faisait sauter. Le désespoir était un poids insupportable qui a opprimé votre poitrine. Exil vous a séparé de tout ce que vous saviez. Prisonnier dans un monastère éloigné. L'opulence impériale est devenue l'austérité. Les soies et les bijoux ont été remplacés par des tissus contre la toux et la compagnie des religieuses, des chuchotements et des prières au lieu des intrigues palatiales. Et la solitude est devenue votre fidèle compagnon, une ombre qui vous a suivi pour les cloîtres désolés. L'écho de vos ordres, une fois résonnant devant le tribunal, maintenant juste un murmure perdu. Dans le vent. Le pouvoir, ce doux poison qui coulait autrefois dans vos veines, s'estompa comme le brouillard du matin. Votre influence, une fois omniprésente, a été réduite à rien. Et la couronne, symbole de votre règne, est devenue un souvenir lointain, un poids invisible qui opprime votre âme. La séparation de votre famille, de votre passé glorieux,
était une blessure ouverte qui refusait de guérir. Chaque jour était une répétition monotone de la précédente, une lente baisse vers l'insignifiance. La fin de votre règne n'était pas un événement dramatique, mais une décoloration lente et silencieuse. Il n'y avait ni bataille ni complot, seulement l'acceptation froide de votre nouvelle réalité. Le luxe et le pouvoir avaient disparu, remplacés par la simplicité de la vie monastique. Votre histoire, une fois écrite en or, a maintenant été reléguée au murmure des historiens. Un écho lointain dans les couloirs du temps. L'impératrice qu'un jour a régné, maintenant c'était juste une ombre, un spectre du passé. Après des années de détention, la mort est arrivée à Zoé. Les chroniques sont vagues, laissant de l'espace pour la spéculation. Était-ce une maladie qui a consommé son corps affaibli par l'exil et la tristesse? Imaginez son visage, pâle et émacié, dans la cellule monastique, le froid pénétrant aux os, tandis que la maladie battait lentement. Certains chuchotent que c'était une maladie prolongée, d'autres qu'une maladie soudaine s'est terminée par sa vie. Mais l'histoire, toujours ambiguë, parle également d'une fin plus sombre. Pouvez-vous imaginer un complot, une main meurtrière qui a toujours fait taire l'impératrice rebelle? Peut-être un poison subtil, administré par ceux qui craignaient leur possible retour au pouvoir. Pensez au mystère qui entoure sa mort, en l'absence de détails concrets, dans l'ombre qui cache la vérité. La vérité, comme il se passe habituellement, a été perdue dans le temps. Et la mort de Zoé reste enveloppée dans un voile d'incertitude, une énigme historique qui invite la spéculation. C'est une maladie qui l'a conduite lentement à une fin, ou un complot qui l'a arrachée prématurément? La réponse, peut-être, se cache dans les silences de l'histoire, dans les salles sombres des monastères byzantins, dans les secrets chuchotés parmi les pierres du millénaire. Mais l'histoire de Zoé ne met pas fin à sa mort. Malgré sa fin tragique, son règne, bien que bref et marqué par la controverse, a laissé une marque sur l'Empire byzantin. Pensez Y. Une femme, dans une époque dominée par les hommes, a contesté les normes, a essayé de gouverner. Et bien que son règne ait été éphémère, elle a semé la graine du débat sur le rôle des femmes dans le pouvoir. Sa lutte pour le pouvoir, bien que ratée, a inspiré d'autres femmes à défier les conventions sociales. Son histoire est devenue un exemple. Même si c'est un exemple tragique, d'ambition féminine et de persévérance dans un monde hostile. Vous pouvez sembler être un petit héritage, mais imaginez l'impact que cela a eu sur les femmes de leur temps qui a vu le reflet de leurs propres aspirations. Aujourd'hui encore, son histoire est toujours pertinente. Zoé nous rappelle que l'histoire n'est pas écrite uniquement par les vainqueurs, mais aussi par ceux qui ont contesté l'ordre établi. Son courage, bien que finalement vaincu, continue de résonner à travers les siècles, et son nom reste mentionné dans les études de l'Empire byzantin. Vous pouvez juger votre règne, mais vous ne pouvez pas nier son impact. Mais comment savons-nous tout cela? La reconstruction de la vie de Zoé est basée sur une analyse minutieuse des chroniques byzantines. Imaginez les historiens, en tant que détectives du passé, scrutant les vieux rouleaux, le déchiffrement des hiéroglyphes et la comparaison de différentes versions des événements. Chaque ligne, chaque détail, devient une pièce du puzzle de sa vie. Une vie pleine d'intrigues palatiales et de décisions politiques qui ont changé le cours de l'Empire. Prosodie, speak. Prosodie rat égale 90%. Les chroniques, écrites par des moines, des courtisans et même des ennemis de l'impératrice, offrent diverses perspectives, parfois contradictoires. Certains la présentent comme une femme ambitieuse et ruse, capable de manipuler ses maris et ses rivaux pour maintenir le pouvoir. D'autres la peignaient comme victime de circonstances. Une femme piégée dans un jeu politique impitoyable. Vous décidez quelle version vous convainc le plus, en fonction des tests que nous vous presentons. La reconstruction de votre vie n'est pas une tâche simple. Il y a des lacunes dans l'information, les détails contradictoires et les biais évidents dans les sources. C'est ici que le travail de l'historien devient crucial. Elle doit comparer, analyser et contextualiser, essayer de séparer la vérité de la légende, la réalité de la propagande. N'oubliez pas que chaque source a sa propre histoire, son propre programme. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir un aspect critique. Alors, retournant à Zoé, pouvez-vous imaginer comment les artistes byzantins l'ont représentée? Son image, incarnée dans les mosaïques, les icônes et les manuscrits éclairés, n'était pas simplement un portrait. C'était une déclaration politique, un moyen de perpétuer son héritage, voire de le manipuler. Pensez aux couleurs, aux matériaux. Or, symbole de puissance impériale, bleu profond du ciel, représentant la divinité. Tous soigneusement choisis pour transmettre un message. Dans certaines représentations, il apparaît avec les attributs impériaux. Une couronne, un sceptre, peut-être même avec son mari. Mais observez attentivement. Votre regard reflète-t-il la soumission ou une force contenue? La position de ses mains, le jeu subtil de lumière et d'ombre sur son visage. Les artistes byzantins étaient des professeurs en communication non verbale. Chaque détail, même la moindre ride de sa robe, pouvait en dire long sur son pouvoir, sa souffrance, son histoire. Il est fascinant de savoir comment, à travers l'art, nous pouvons apercevoir les complexités de sa personnalité. Non seulement une puissante impératrice, mais aussi une femme qui a connu une trahison et une oppression. Les images de Zoé ne sont pas simplement des portraits historiques. Ce sont des fenêtres vers une histoire humaine, pleine de drames, d'intrigues et de puissance. Et vous, que voyez-vous en eux? Qu'est-ce qui vous dit ces regards, ces gestes, ces détails apparemment insignifiants?
Mais comment Zoé s'est-il comparé aux autres empereurs de son temps? Contrairement à beaucoup de ceux qui ont agi comme des figures décoratives, Zoé était un acteur clé du jeu politique byzantin complexe. Son ambition et sa ruse l'ont amené à épouser les empereurs, à manipuler les successions et, parfois, à gouverner l'empire. Pensez aux femmes des tribunaux européens de l'époque. Beaucoup avaient un pouvoir limité, confiné à la sphère privée. Zoé, cependant, a contesté ces règles. Son rôle dans l'histoire est complexe. Alors que certains la voient comme un manipulateur impitoyable, d'autres la considèrent comme une femme exceptionnellement intelligente qui a navigué sur un monde dominé par des hommes avec une capacité surprenante. Considère l'influence qu'il a eue sur les décisions politiques, son rôle dans la succession impériale et la manière dont son image a été soigneusement cultivée pour projeter le pouvoir. Et elle n'était pas simplement une femme. C'était une force politique en soi. Par rapport aux empératrices occidentales de l'époque, Zoé se démarque de son plus grand degré d'implication directe dans le gouvernement. Alors que d'autres pouvaient exercer une influence par des intrigues palatiales, Zoé est activement impliquée dans l'administration et la prise de décisions politiques. Son histoire nous oblige à reconsidérer les rôles traditionnels des femmes dans l'histoire et à reconnaître leur agence, même dans un contexte aussi patriarcal que l'Empire byzantin du XIe siècle. Mais comment les écrivains le voient-ils aujourd'hui? Zoé, la femme qui a contesté le pouvoir, a inspiré de nombreux auteurs. Dans les romans historiques, il est parfois présenté comme une victime, une femme piégée dans un réseau d'intrigues politiques qui la surmonte. D'autres fois, il le représente comme une figure ambitieuse et calculatrice, une femme qui a utilisé son intelligence et sa beauté pour monter devant la cour impériale. Même si cela signifiait jouer un jeu dangereux. Elle la clé est de savoir comment ces aspects sont équilibrés dans chaque histoire. Et à prosodie, et un speak. Speak, prosodie rate égale 90%, imaginez un instant. Un roman qui explore sa relation avec Miguel, montrant la tension entre l'amour, l'ambition et la trahison. Ou peut-être celui qui approfondit les conséquences de leurs actions, montrant le prix qu'il a payé pour sa rébellion. Ces interprétations littéraires nous permettent d'explorer différentes facettes de votre personnalité et de mieux comprendre les complexités de votre vie devant la cour byzantine. Chaque auteur contribue à sa propre perspective, enrichissant notre compréhension de cette figure historique fascinante. En bref, la figure littéraire de Zoé Porphyrogénta est un miroir qui reflète les différentes interprétations que l'histoire permet. C'est une femme qui a transcendé son temps, devenant un personnage riche et complexe, soumis à de multiples lectures et adaptations. Vous pouvez décider de l'image que vous déplacez le plus. Quelle facette de votre vie est la plus intrigante? Et la littérature nous offre cette possibilité, cette liberté d'interprétation. Mais au-delà de la plume des auteurs, quel véritable impact avait Zoé sur l'Empire byzantin? Son règne, bien que bref, était marqué par des réformes administratives. Et elle a eu du mal à stabiliser l'économie. Quelque chose de vital dans un empire aussi vaste et complexe. Imaginez la pression, la nécessité de prendre des décisions cruciales pour le puits de millions de personnes sous leur commandement. Elle a fait face à ce défi, essayant d'améliorer la vie de ses sujets. Les réformes budgétaires qu'il promouvait visaient à soulager le fardeau des paysans et à renforcer les coffres impériaux. Pensez aux changements nécessaires pour gérer un empire aussi étendu, à la complexité des taxes, à la nécessité d'un système juste et efficace. Elle a essayé de le moderniser. Un immense défi dans un monde sans la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Son héritage politique est complexe. Certains la considèrent comme une dirigeante capable, qui a tenté d'améliorer les conditions de son peuple malgré les adversités. D'autres la critiquent pour ses faiblesses et les conséquences de ses alliances politiques. Mais, quelle que soit votre opinion, ce qui est indéniable, c'est que son règne a laissé une marque sur l'histoire de l'Empire byzantin. Et sa figure, malgré tout drame personnel, représente une lutte pour le pouvoir dans un contexte historique Fascinant. Mais son règne n'était pas seulement défini par l'administration. Pour vous, comprendre Zoé implique de comprendre sa profonde foi religieuse. Imaginez l'opulence de la cour byzantine, les mosaïques dorées, l'encens, et Zoé, immergée dans la liturgie orthodoxe, cherchant du confort, et peut-être, la légitimité divine pour son pouvoir. N'oubliez pas que la religion n'était pas seulement un problème personnel pour elle. C'était un outil politique. Son dévouement public, son parrainage des églises et des monastères, étaient des manifestations de pouvoir et de légitimité. C'était un moyen de se connecter avec le peuple, de se présenter comme un dirigeant pieux et équitable, soutenu par la volonté divine. Pensez au poids de la couronne, dans les intrigues palatiales, dans la lutte constante pour le pouvoir. Pour Zoé, la foi était probablement un refuge, un espace de paix au milieu du chaos. Mais c'était aussi un outil, un instrument pour consolider sa position, justifier ses actions et gagner la loyauté de la population. Mais derrière la luminosité impériale, quel secret Zoé a-t-il caché? Vous imaginez l'impératrice, entourée de courtisans, mais pense dans les seuls moments, dans les intrigues palatiales qui l'ont sûrement harcelée. Nous parlons de pouvoir, de complot, de rivalité féroce par la faveur de l'empereur. Les murs du palais, témoins muets de leur joie et de leur souffrance, ont gardé des secrets que l'histoire n'a fait que partiellement révéler. Son mariage avec Miguel IV, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, était en proie à des tensions. Imaginez les conversations dans vos chambres privées, la formalité froide, le manque d'affection, peut-être même la peur. Elle
Une femme intelligente et ambitieuse, aspirait probablement à un rôle purement cérémonial. Sa vie privée était un champ de bataille où la politique et l'affection se mélangeaient dangereusement. Après la mort de Miguel, sa relation avec Miguel V, son neveu, n'était pas non plus exemptée de conflits. Elle la voyait comme une menace. Une femme puissante qui pouvait arracher le trône. Pensez au look furtif. Lors des réunions tendues des couloirs du palais, dans le jeu constant de pouvoir qui a été développé entre un jeu qui, comme vous le savez, s'est terminé avec Zoé revendiquant son droit au trône et la chute subséquente de la disgrâce de son neveu. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, imaginez Zoé maintenant. Pas dans les murs froids d'un palais byzantin, mais sur grand écran. Imaginez-vous qu'il a joué par une actrice moderne. Son histoire, pleine de puissance, de trahison et de survie, est un aimant pour les scénaristes et les réalisateurs. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que d'autres figures historiques, sa vie offre un drame fascinant. Avec des intrigues palatiales et des romans passionnés. Son histoire a inspiré les artistes à explorer les complexités de l'ambition féminine dans un monde dominé par les hommes. Pensez aux romans historiques qui pourraient être inspirés par votre vie. Une histoire d'amour et de pouvoir, de trahison et de vengeance, écrite avec une langue moderne qui vous a attiré de la première page. Comment pensez-vous que votre personnage serait représenté? Comment un méchant impitoyable ou un héros tragique? L'ambiguïté de sa silhouette historique la rend parfaite pour un bon roman, non? Peut-être qu'à l'avenir, vous voyez une série télévisée se déroulant devant la cour byzantine, avec Zoé comme protagoniste. Quels acteurs aimeriez-vous voir l'interpréter? Une production temporelle avec des costumes et des scénarios impressionnants, qui vous transportent au XIe siècle. Sa lutte pour le pouvoir, leurs alliances et leurs trahisons, donnerait un complot complexe plein de virages inattendus. Souhaitez-vous voir une telle histoire sur votre écran? Mais que savons-nous vraiment de Zoé? De nombreuses questions sont encore sans réponse. Quelle a été la véritable extension de votre influence politique? Certains historiens croient que leur rôle était beaucoup plus actif que dans les chroniques officielles, manipulant des fils des ombres. Imaginez Zoé, non seulement comme une figure décorative, mais en tant que stratège rusé, en tissant des alliances et en manipulant les événements. Combien de vérité est cachée derrière les versions officielles de sa vie, et combien a été réduit au silence pour protéger l'image de l'Empire? La nature exacte de sa relation avec ses maris successifs est également un mystère. Était-ce un mariage de commodité, une union basée sur l'amour ou une combinaison des deux? Des sources historiques nous offrent des fragments contradictoires, laissant de l'espace pour la spéculation. Pensez aux lettres qui n'ont jamais été écrites, les conversations secrètes à la lumière des bougies. Quels secrets ont été emmenés dans la tombe? Et enfin, la forme de sa mort. Était-ce un meurtre d'infiltration, un accident ou une mort naturelle? Les versions officielles offrent un récit confortable, mais les ombres de l'intrigue palatiale suggèrent autre chose. Imaginez Zoé dans ses derniers instants, entourée d'intrigues et de secrets. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? L'histoire nous laisse plus de questions que de réponses, transformant Zoé en une énigme fascinante. Mais que disent les historiens? Il y a ceux qui le peignent comme une figure manipulatrice, désireux de pouvoir, qui a utilisé leur mari comme pion dans leur jeu politique. Ils se concentrent sur leur mariage stratégique et les intrigues palatiales qui l'entouraient, voyant en elle une femme ambitieuse qui n'a pas hésité à utiliser les moyens pour atteindre ses objectifs. Pour eux, leur rébellion contre Miguel VI était un autre échantillon de son caractère impitoyable et sa soif de contrôle. Cependant, d'autres voix le défendent, le présentant comme victime de circonstances. Ils soutiennent que leurs actions étaient motivées par la nécessité de protéger l'Empire et sa propre survie dans un environnement politique extrêmement volatile. Pour cette perspective, ces mariages ont été les décisions imposées par la cour et sa rébellion. Un acte de désespoir devant l'incapacité des autres à gouverner efficacement. Elle est considérée comme une femme forte qui a fait face à des adversités, se battant pour ce qu'elle pensait être juste. Vous pouvez voir que ces différentes interprétations nous montrent la complexité de leur figure. L'absence de sources primaires fiables et l'influence des préjugés historiques rendent difficile la conclusion définitive. Était-ce un manipulateur rusé ou un héros tragique? Peut-être que la réponse est à un moment intermédiaire, chez une femme complexe qui agit dans un contexte historique marqué par l'intrigue, le pouvoir et la survie. Mais qu'est-ce qui est derrière cette image controversée? La vérité est que l'histoire de Zoé a été façonnée et rénovée au cours des siècles, selon qui le dira et avec quel objectif. Pensez aux chroniqueurs de l'époque, dont beaucoup influencés par les factions politiques de l'Empire byzantin. Certains l'ont considérée comme une intrigante, d'autres comme une victime de circonstances et d'autres comme un héros qui a contesté l'ordre établi. Chacun a peint son propre portrait, influençant la façon dont nous le percevons aujourd'hui. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Les principales sources, les documents de l'époque, sont souvent ambigus ou contradictoires. Les interpréter est une œuvre complexe, et les interprétations varient selon le contexte historique et les perspectives idéologiques de l'historien. Ainsi, ce que vous voyez comme une impératrice manipulatrice pourrait être considéré par une autre comme une femme qui se bat pour sa survie dans un monde dominé par les hommes. Le manque d'objectivité dans les enregistrements historiques rend difficile la reconstruction du vrai Zoé.
En résumé, l'image que nous avons de Zoé Porphyrogénita est une construction historique. Une mosaïque formée par des pièces d'information fragmentées et interprétées à travers différentes lentilles. C'est une figure complexe, enveloppée de mystères et de contradictions, et son héritage reste l'objet de débats parmi les historiens. Ce que vous pensez en savoir n'est probablement qu'une partie d'une histoire beaucoup plus grande et fascinante. Alors, comment devrions-nous juger Zoé? Vous avez vu la complexité de sa vie, ses ambitions, ses trahisons, ses souffrances. Et elle n'était pas un saint, ni un méchant d'une dimension. C'était une femme puissante dans un monde brutal, qui s'est battue pour survivre et maintenir le pouvoir dans un environnement politique implacable. Ses actions, bien que parfois cruelles, étaient une réponse aux pressions de son temps. L'histoire, écrite par les vainqueurs, déforme souvent la vérité. Dans le cas de Zoé, la perspective des historiens a varié au cours des siècles, reflétant les préjugés de chaque époque. Était-ce un manipulateur impitoyable ou une victime de circonstances? Peut-être que la réponse est plus complexe, un mélange des deux. Au-delà du jugement moral, ce qui est clair, c'est sa force et sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la cour byzantine. Son héritage, bien que taché par la controverse, reste un témoignage de la capacité féminine à atteindre le pouvoir dans un temps dominé par les hommes. En fin de compte, l'histoire de Zoé Porphyrogénita nous invite à remettre en question les récits dominants et à rechercher une compréhension plus nuancée du passé. Beaucoup s'interrogent sur leur beauté. Les chroniques la décrivent comme une femme d'une grande attraction, qui a sans aucun doute joué un rôle dans son ascension et dans les intrigues palatiales. N'oubliez pas que la beauté de la cour byzantine était une épée à double édition, aussi puissante que dangereuse, capable d'ouvrir des portes mais aussi d'attirer des ennemis. Était-ce vraiment si ambitieux? Absolument point. Son désir de pouvoir est indéniable. Et elle ne se contentait pas d'un rôle secondaire en cours, il voulait le contrôle et le recherchait avec ténacité, même par des alliances de mariage non conventionnelles et des manœuvres politiques risquées. Son ambition l'a amené au sommet, mais aussi à sa chute. Et la question de sa relation avec Miguel IV. Son mariage était au moins complexe. C'était un homme beaucoup plus jeune. Et sa relation était marquée par la politique et la lutte pour le pouvoir. Certains historiens suggèrent un manque de véritable affection, tandis que d'autres indiquent un certain degré de complicité dans certains aspects de leur règne. Enfin, que s'est-il passé après votre torture? Après la période de confinement et les humiliations, Zoé a survécu. Sa vie s'est poursuivie. Bien que marquée par une expérience traumatisante. Elle, qui avait connu la gloire impériale, faisait face à l'ostracisme et à l'incertitude, une fin loin du pouvoir qu'elle avait souhaité. Son histoire nous laisse des questions sans réponse définitive, mais sans aucun doute. Elle nous rappelle la complexité de la vie, du pouvoir et de la fragilité humaine. Pour mieux comprendre la vie de Zoé, je vous recommande d'approfondir les sources primaires. Les textes historiques byzantins, bien que parfois biaisés, offrent une vision directe de l'époque. Rechercher des éditions critiques des chroniques de Miguel Psyllo ou Juan Esilids. En tant que contemporains, ils vous donneront des détails inestimables sur l'environnement politique et social dans lequel Zoé a développé. En plus des chroniques, il existe des études académiques modernes qui analysent la figure de Zoé. Rechercher des livres spécialisés dans l'histoire de l'Empire byzantin, en particulier ceux qui se concentrent sur la période des communes. De nombreux auteurs ont des chapitres dédiés ou même des livres entiers pour démêler leur vie et leur règne, offrant différentes interprétations de leurs actions. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Vous pouvez également trouver des articles académiques dans des magazines spécialisés d'histoire médiévale et byzantine. Ces publications offrent généralement une analyse plus spécifique sur certains aspects de la vie de Zoé, tels que leur rôle politique, leur relation familiale ou la manière dont les sources historiques l'ont représenté. N'oubliez pas que la recherche historique est un processus continu, de sorte que les interprétations peuvent varier au fil du temps. Enfin, n'oubliez pas que les informations supplémentaires que vous trouvez peuvent enrichir votre compréhension de l'histoire de Zoe. Ne vous limitez pas à une seule source. Comparez différentes perspectives et analysez de manière critique les informations que vous trouvez. De cette façon, vous pouvez construire une image plus complète et nuancée de cette impératrice fascinante. Et maintenant, quelque chose de très important. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide de beaucoup de gens. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé avec l'enquête, de la recherche de sources primaires à la vérification des données. Votre dévouement a été fondamental pour la précision historique de ce travail. Sans vous, l'histoire de Zoé serait devenue incomplète. Je tiens également à remercier ceux qui ont contribué leurs connaissances spécialisées. Surtout au nom de l'expert 1, pour ses précieuses informations sur l'iconographie byzantine et nom de l'expert 2, pour son aide à la traduction des textes anciens. Votre expérience a considérablement enrichi le contenu de la vidéo. Et, bien sûr, merci à vous d'avoir consacré votre temps à regarder cette vidéo. Votre soutien est ce qui me motive à continuer à créer du contenu historique. J'espère que vous avez aimé découvrir la vie fascinante de Zoé Porphyrogénita, une femme qui a contesté son temps et a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Empire byzantin. Et en parlant de futures vidéos, j'ai beaucoup d'idées. Vous savez déjà que je suis passionné par l'histoire byzantine, alors préparez-vous à des histoires plus fascinantes. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons la vie d'Anna Komnena, une princesse byzantine qui a écrit une chronique historique incroyablement détaillée. Nous verrons comment sa vision de l'histoire a influencé la perception que nous avons aujourd'hui de cette période. Ensuite, nous entrerons dans le monde des empereurs byzantins,
en particulier sous le règne de Justinien I, connu pour son ambitieux programme de construction et de codage juridique. Ce sera un voyage à travers la grandiosité de Constantinople et la complexité de son empire. Et si vous aimez les intrigues palatiales, ne manquez pas la vidéo sur la chute de l'Empire byzantin. Nous analyserons les causes de sa fin, des difficultés internes et des menaces externes qui ont mis fin à l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Ce sera une analyse profonde et passionnante. Et en parlant d'histoire fascinante, que pensez-vous si nous approfondissons dans la vie de Zoé? Ne manquez aucun détail de son histoire tragique, abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, vous vous assurez de recevoir une notification chaque fois que vous téléchargez une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup plus à découvrir sur l'Empire byzantin, et Zoé n'est que le début. En plus de vous abonner, je vous encourage à laisser un commentaire. Que pensez-vous de l'histoire jusqu'à présent? Avez-vous une théorie sur ce qui pourrait arriver à Zoé? J'aimerais lire vos opinions et participer à une conversation avec vous. Vos commentaires m'aident à créer un contenu encore meilleur. Et enfin, mais surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez aimé l'histoire de Zoé, ils adoreront sûrement. Aidez-moi à atteindre plus de gens passionnés par l'histoire, la culture byzantine et les histoires de femmes puissantes. Répartissons les connaissances ensemble. N'oubliez pas que Zoé n'était pas seulement l'impératrice, mais une femme en culture et avec un grand intérêt pour les arts. Imaginez les mosaïques luxueuses qui ont décoré leur palais, les impressionnantes églises byzantines où il a assisté à la messe et la splendeur des bijoux qui ornaient leurs vêtements. Pensez aux manuscrits éclairés qu'il avait sûrement à votre disposition, avec des lettres dorées et des scènes bibliques détaillées. Tout ce luxe, cependant, contrastait brutalement avec la souffrance qui viendrait plus tard. Les intrigues palatiales étaient constantes dans la cour byzantine. Visualisez les réunions secrètes, les regards furtifs, le complot murmure parmi les courtisans. Imaginez le poids de la couronne sur ses épaules, la pression constante du maintien du pouvoir dans un environnement aussi instable. Cela devait être un tourbillon d'alliances, de trahison et de jeux de puissance, où chaque mouvement a eu des conséquences imprévisibles. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Après son exil et son emprisonnement, il pense à la brutalité de sa cellule, probablement froide et humide, très différente du luxe auquel il était habitué. Visualise la solitude et la peur qui a été assiégée, le poids de son passé et l'incertitude de son avenir. Vous pouvez imaginer la texture rugueuse des murs de pierre, le son des quelques rayons solaires qui ont été divulgués par une petite fenêtre. Et enfin, imaginez le contraste entre l'opulence de sa vie antérieure et la dureté de sa fin. Pensez aux portraits qui en ont été faits, avant et après sa chute. Comment votre souffrance se reflète-t-elle dans vos yeux? Comment la grandeur impériale est-elle représentée et l'humiliation qu'il a subie? J'espère que vous avez aimé découvrir la vie de Zoé. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous pour des histoires plus fascinantes. Qu'avez-vous pensé de votre courage face à l'adversité? Prosodie et speak.